Man die. Neither can I. See you, Space Cowboy. Et bonjour à tous, bienvenue dans Graphic Saga. Aujourd'hui, on retrouve de nouveau Thibaut Claudel, qui est auteur et podcasteur pour l'Outrider et l'Entrider, podcast Star Wars et Warhammer. Et on va parler à nouveau, pour continuer sur ce qu'on avait commencé, sur la narration dans le jeu vidéo. Salut Thibaut. Hello. Ça va toujours ? Ça va toujours, très content de reparler de la narration dans les jeux vidéo. Eh ben écoute, c'est parfait. On va pas perdre trop de temps parce qu'on va essayer de pouvoir vraiment faire un maximum, aller en profondeur dans le sujet. Donc on va commencer tout de suite. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur, t'avais commencé un peu à aborder qu'est-ce que tu faisais, à quel moment t'intervenais sur le processus, et t'as commencé à parler sur de Goldorak justement, que t'avais bossé sur ce jeu qui va sortir, c'est Microids, c'est ça qui le fait. Ouais. Et ton studio déjà, si tu peux me rappeler, c'est Enroad. Voilà. Ouais. Et donc, par exemple, on va continuer là-dessus, mais est-ce que tu peux me donner des exemples de projets sur lesquels t'as bossé ? Ouais, avec plaisir. Alors en fait, moi à la base, tu l'avais dit en intro du premier podcast, mais effectivement, je suis un ancien journaliste et je travaille effectivement en partie sur Comics Blog. Et j'ai fait le passage dans l'industrie du jeu vidéo en 2018. Et j'ai rejoint Wargaming, donc cette fameuse société biélorusse dont là aussi je parlais dans la première partie. Et en effet. Je travaillais en fait en tant que content editor. Donc en fait, je travaillais encore une fois sur un site, cette fois pas en journalisme, mais en gros j'écrivais du contenu pour le site de World of Tanks en Europe et en anglais, donc pas en français. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rejoint le jeu vidéo, sachant que je travaillais à l'époque, ils avaient des bureaux à Boulogne, et en fait, c'était pas des bureaux où il y avait du développement, c'était ce qu'on appelle des équipes de soutien, donc il y avait la monétisation, il y avait le marketing, il y avait le contenu, etc. Et par contre, on voyait passer beaucoup de développeurs, et on avait l'occasion d'aller dans plusieurs des studios de chez Wargaming. Alors pour ma part, je n'ai été qu'à Minsk en Biélorussie avant que la situation empire là-bas. C'était en 2018. Et c'est là où j'ai rencontré vraiment les développeurs de World of Tanks. Et en fait, forcément, en travaillant avec eux aussi sur comment tu présentes leurs features, leurs mécaniques, etc., j'ai appris pas mal de choses. Et surtout, très vite, les gens se sont rendus compte que j'ai d'ailleurs monté un podcast là-bas pour Wargaming sur l'histoire militaire et les tanks de manière générale. Forcément, on ne se refait pas. Et du coup, ils ont bien vu que j'étais un petit peu créatif et que je cherchais toujours un peu à pousser un peu le truc un peu plus loin. Donc j'avais fait pas mal de choses qui s'apparentaient peut-être déjà un petit peu à la fiction. Tu sais, on avait des fois on avait des espèces ils venaient avec nous en disant voilà, on a un nouveau mode de jeu et c'est un mode de jeu Halloween, c'est un mode de jeu Noël, etc. Mais on sait pas trop, est-ce que vous avez une idée, et donc on proposait des idées, et moi en fait dès qu'on avait l'occasion de faire ça, je proposais 1000 trucs et je me disais ah oui, pour le mode Halloween ça sera ah oui, je vois que vous avez fait des tanks un peu zombies, et ben on va faire en sorte que, donc je racontais une espèce de petit texte d'intro en italique, tu vois, au sommet d'un article, et c'était un peu ça mon narrative design à l'époque. Donc c'était assez limité, mais suffisamment pour qu'un producteur qui s'appelle Robert et qui était polonais remarque ça et il me dit oh, je vois que tu t'écris des trucs et tout. Et en fait, lui, son taf chez Wargaming, si je dis pas de bêtises, c'était de faire un autre truc qui des fois donne naissance à des jeux vidéo, mais ça va faire le lien avec la première partie, c'est, on disait, ce côté un peu onéreux de développer les trucs, etc. Et en fait, des fois, on se retrouve quand on est une grosse entreprise comme Wargaming avec des projets de jeux qui se font pas, mais dont certaines mécaniques, certaines idées, certains assets ou ressources étaient intéressantes. Et en fait, lui, une partie de son taf, c'était comment on recycle ces trucs-là pour potentiellement en faire des jeux qui sont intéressants, ou un minimum, parfois même les réintégrer dans World of Tanks ou des futurs jeux de chez Wargaming. Donc il m'avait proposé de pitcher en fait des fois des idées par rapport à en gros il me donnait des contraintes et il me disait voilà, qu'est-ce que je peux faire comme monde avec ces idées là, et moi je lui proposais des trucs et il m'avait fait en fait des espèces de fiches, donc je remplissais ces fiches quand il me proposait de le faire. Et il se trouve que les trucs que je pitchais, tout le monde s'en foutait jusqu'au jour où c'est terrible, en fait, comme ça. c'est ça. Non mais je dis ça, en gros ça ne correspondait pas tellement aux assets, et j'avais été
assez loin, je pense, créativement parlant. J'étais en mode, ouais, ok, vous m'avez dit qu'il faut ça et ça, mais moi, je préfère écrire ça. Donc, j'étais un peu con, et en même temps, bah voilà, effectivement, au début, tu sais, t'as un côté un peu jeune fou, t'as envie, mais tu sais pas exactement comment ça marche, donc tu fais n'importe quoi. Et puis, en fait, à un moment, ce qui s'est passé, qu'il travaillait sur un jeu dont malheureusement j'ai depuis plus de nouvelles, et en plus avec la situation en Europe de l'Est, voilà, on travaillait avec énormément de gens notamment qui habitaient en Ukraine Ah bah Frogwave, et la Biélorusse. Frogwave, Frogwave, je suppose. Pas Frogways, non, mais je pensais plus au sens de leur Ah ouais, nationalité, ok, donc ok, en fait ok. soit qui étaient originaires de là-bas, soit qui en fait travaillaient en remote, tu vois. Ouais. C'était pas encore le Covid et tout, mais il y avait déjà un petit peu ce côté un peu flexible. Mhm. Et donc beaucoup de gens étaient, j'imagine, enfin, chez Wargaming rappelait en fait pour combattre, etc. Donc c'est quand même des Mhm. sujets un peu chauds. Bon bref, c'est pas forcément l'objet de ce podcast, mais soutien à nos amis ukrainiens et biélorusses qui vivent juste la dictature. Hein. Oui, Moi, ça m'est c'est arrivé ça. en 2020. Ils nous ont dit, bah voilà, en fait, il n'y a plus Internet à Minsk, donc on ne sait pas ce qui arrive à nos collègues. Intéressant. Je ne recommande pas cette expérience, donc j'espère qu'ils vont bien. Donc, à l'époque, ils avaient un projet de jeu, aussi de combat, d'action véhiculaire, etc. Mais peut-être un peu plus pop, c'est un terme un peu chelou, mais tu vois, un peu moins sérieux, un peu moins historique. Mhm. Et du coup, ils avaient dit, il faudrait des personnages un peu des différentes nations, un peu à la Overwatch en fait. Ok. J'essaye de pas trop en dire, même si je pense que bon, le jeu a priori va sans doute pas sortir, mais et en fait, du coup, ils voulaient un personnage français, et j'ai Robert, donc ce fameux producteur, qui me dit, écoute, c'est un Américain qui faisait un peu la même chose que moi sur le côté comme ça chez Wargaming, dans un de leurs bureaux là-bas, qui a écrit le personnage. Et il me dit, le personnage français est désastreux. Et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus authentique, surtout que voilà, il vivait en France depuis plusieurs années, et il voulait faire un truc un peu moins cliché, quoi. Et donc j'ai fait un autre personnage, et il se trouve qu'en fait j'ai fait un personnage qui était féminin. Et en fait, alors je ne sais pas si c'était parce que le personnage était génial, pas cliché ou féminin, mais il y a une de ces trois raisons qui ont fait que le personnage a été retenu pour ce jeu. D'accord. Et donc en fait, pendant un temps, il a été développé, etc. avec ce personnage. Et au final, le personnage, pour la petite anecdote, même à l'époque où on pouvait le tester en interne, ce jeu, le personnage était revenu entre les mains de nos amis d'Europe de l'Est, qui avaient décidé que elle était peut-être pas conforme au canon de beauté, ou en tout cas de ce que les artistes voulaient. Les artistes de là-bas, chez nous, le personnage était assez cool, et pour le coup pas trop cliché. Et là, il était passé vraiment en mode, c'était là de nouveau un cliché. Donc ça m'avait un peu meurtri. Mais entre-temps, on avait eu un personnage qui au moins avait une origin story un peu moins parodique que son père avait un ranch avec des vaches charolaises, et l'État lui a tout pris, alors elle s'est engagée dans l'armée pour se venger. C'était vraiment ça. D'accord. Et je le dis avec beaucoup d'amitié envers mes amis américains, et je pense que voilà, ils n'écouteront pas ce podcast, donc je peux me moquer un petit peu d'eux, pour une fois qu'on peut le faire dans ce sens-là. Hein. Exactement. Donc voilà. Et c'était donc un récit très américain, finalement, visiblement, pour oui. un personnage français. Parce que le ranch, déjà, c'est pas commun. Oui, bah non, oui. Bon, bref. Et du coup, mine de rien, en fait, ça a fait que les gens ont commencé à dire, ah bah, s'il y a un truc à faire, faudrait peut-être demander à Thibaut, tu vois. Et du coup, je trouvais ça pas mal, mais j'avais un bouquin à écrire chez Ferv, et j'avais un peu fait le tour de la question chez Wargaming, sauf quand je travaillais sur le narrative design. Mais la partie contenu ne m'intéressait plus, surtout après 3-4 ans de journalisme, tu vois, en ligne et tout, j'en avais un peu marre. Donc je me suis dit, vas-y, je vais partir et je tenterai ma chance. J'aurai un bouquin, peut-être je pourrais écrire pour le jeu vidéo, et au pire, je continuerai d'écrire des bouquins, et je vais en vivre car je suis génial. Et ensuite, on est arrivé. Donc, je suis parti chez Wargaming en janvier 2020. Vous connaissez la suite. Je me suis retrouvé au chômage pendant le Covid, avec un bouquin à écrire. Et par la suite, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'aille manger au déconfinement. Et faut peut-être que je retrouve un boulot dans le contenu. Et en fait, je le faisais, j'ai passé des entretiens et tout, mais je pense que ça me déprimait parce que j'avais un peu goûté à ce que j'avais vraiment envie de faire, et c'était dur de passer à autre Ouais, chose. bien sûr. Et en fait, là, je suis en train de te raconter la story de ma life, et c'est pas du tout le genre de projet sur lesquels j'ai travaillé. Mais donc, pour abréger, du coup, j'ai fait un cours de narrative design, dont j'ai aussi parlé dans la première partie. Écoutez, la première partie, elle est vraiment bien. Et du coup, je me suis retrouvé après à dire sur Twitter, je fais ce cours de narrative design. Et donc, j'ai un ami qui est scénariste de télévision, qui s'appelle Bastien, que je salue, qui m'a dit, je connais quelqu'un qui cherche
un scénariste pour travailler sur un jeu. Je vois que toi, tu t'y inities via ce cours. Est-ce que tu voudrais les rencontrer? Et c'était les gens de chez Enroad Ok. qui m'ont bien fait confiance, alors que techniquement, j'avais jamais shippé, comme on dit dans le milieu, donc lancé un jeu, enfin voilà, été au bout d'une production. J'avais juste fait plein de petits bouts chez Wargaming dont on ne verra sans doute jamais la couleur. Et j'avais fait des cours là-dessus où on faisait des prototypes, mais bien sûr pas des prototypes jouables, quoi. Hein. Donc en fait, ils ont été assez cool. Alors après, l'avantage c'est que j'avais appris un certain nombre de choses depuis le temps, donc j'ai mis un peu ça en pratique. Et il fallait pitcher. Donc moi j'aime bien pitcher. J'ai une école de commerce à la base. J'aime bien faire des petites présentations PowerPoint un peu soignées. C'est vraiment un truc que mon cerveau aime faire. Et donc du coup, je pense que ça a pas mal aidé. Et après, je me suis retrouvé à donc savoir que le projet, enfin, pour pitcher, il a fallu qu'ils me disent, mais à l'époque c'était secret. On travaillait sur Goldorak, donc j'ai commencé à regarder Goldorak et à adapter cette série animée cultissime en Ah bah France. bien sûr. En jeu vidéo d'action, puisque du coup c'est un jeu d'action-aventure en troisième personne pour lequel j'ai travaillé, ce qui est un peu cool, puisque c'est le premier jeu sur lequel j'aurais travaillé de bout en bout, et pour le coup, comme je le disais dans le premier épisode, encore une fois, très tôt, depuis la pré-production, mais c'est surtout un genre de jeu auquel moi j'ai l'habitude de jouer. Parce que on n'a pas toujours la chance de choisir ses projets, donc on prend un peu le projet qu'on a. Et puis des fois on écrit, je sais pas, un jeu de sport. Je joue à assez peu de jeux de sport, donc j'aurais peut-être eu du mal à en écrire un. Mais là c'est le genre de jeu que je connais bien et que j'aime bien, donc j'étais content de pouvoir écrire sur ce projet-là. Et donc j'ai travaillé d'abord en freelance pour eux, puis ça s'est bien passé, donc j'ai eu un contrat. Et ce contrat étant à mi-temps, je pouvais faire du freelance à côté. Donc j'ai été voir d'autres studios et j'en ai été voir un que j'aimais bien qui s'appelle Tindalos. Donc eux ils sont basés à Paris, Enroad est basé à Nantes. Et Tindalos m'a répondu, contrairement à beaucoup d'autres studios. Et ils m'ont dit on aime beaucoup votre projet, enfin votre profil, pardon, mais voilà, là on est sur un projet, on n'a pas de besoin particulier, mais on se rappellera. Et je me dis ah c'est cool. Ils m'ont fait une réponse toute gentille. Merci Pauline pour ta réponse si tu écoutes ce podcast. Et donc du coup, je me suis retrouvé sur leur pile de CV, on va dire. Et il se trouve que le narrative designer qui travaillait sur leur projet, à l'époque lui aussi secret, en fait avait des obligations pour écrire un bouquin lui aussi. Et du coup a dû quitter le projet, un petit peu contre sa volonté, mais c'était prévu hein, qu'il devait rendre ses romans. Donc c'est un Britannique qui s'appelle Matthew Ward, et qui avait déjà travaillé avec eux. Mhm. Et donc, du coup, j'en profite pour le préciser, j'ai écrit Goldorak en français, puisque c'est un projet qui est quasi intégralement français, même si la licence est japonaise et qu'on travaille avec les japonais. Donc c'est assez cool. Cocorico. Et par contre, sur le projet de Tindalos, donc là, j'ai écrit en anglais, puisque j'ai remplacé un scénariste britannique, un writer britannique et un narrative designer britannique. D'accord. Donc, du coup, pas la même pression non plus de pas écrire dans sa langue, mais bon, un jour on me rappelle et on dit ouais, on aimait bien votre profil, vous vous souvenez? Oui, oui, je me souviens. Moi, j'aime bien ce que vous faites. Vous avez fait des jeux Warhammer, je suis fan de Warhammer. Hein. Ouais, ça se passe bien. Et puis ils me disent bon on travaille sur une licence et voilà. Et c'est bon, maintenant je peux le dire, mais en gros la licence c'était Aliens. Et du coup, donc là, je transpire à grosses gouttes en me disant Waouh. Parce que j'aime beaucoup Goldorak. Pour le coup, je suis vraiment devenu fan de cette. Enfin, je suis vraiment tombé amoureux de l'histoire et des persos. J'allais dire un peu à l'usure, c'est méchant, mais vraiment, j'ai regardé toute la série. Mhm. Et au départ, avec un œil un peu curieux, en mode bon, faut que j'adapte ça. Mais bon, je vais m'arranger. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais c'est super Goldorak, en fait, c'est extraordinaire, quoi. Et surtout de l'avoir mangé à l'époque pour toute la génération plutôt de mes parents en Mhm. l'occurrence, mais je me dis ça a dû être complètement dingue. Et donc j'ai vraiment eu cette envie, tu vois, d'aller plus loin. J'ai été à l'expo, j'ai lu tout ce que je pouvais dessus, etc. J'ai été un peu à la rencontre des gens Ouais. et j'ai trouvé ça cool. Mais Aliens, là, c'est plus en mode, bon, là, je connais par cœur, tu vois, Ouais. donc je suis en mode, ok, je veux ce projet, je vais faire ce projet. Et donc là, c'est un tactical, un jeu de stratégie en vue top-down. Je fais plein de noms en anglais, mais effectivement, donc on dirige une escouade de C'est un Marines. peu à la XCOM, c'est ça? C'est complètement un peu à la XCOM. Enfin, je dis complètement un peu, donc ça veut rien dire, mais c'est un peu la note d'intention du projet. C'est un XCOM dans l'univers d'Aliens. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, je pense, que faire des trucs un peu en tour par tour avec des xénomorphes qui s'arrêtent alors qu'ils sont sur le point de te bondir, ça cassait un peu le mythe, quoi. Le mythe de la Et donc bestiole, ils se sont ouais. dit on va le faire en temps réel, et donc c'est plus proche d'un jeu de stratégie de ce point de vue-là. Ok. Et donc c'est vraiment, il y a aussi beaucoup d'éléments RPG, dont certains que j'ai rajoutés un peu par la force des choses avec l'histoire. Peut-être je pourrais parler de ces détails-là.
Mais c'est du coup un super projet qui était beaucoup plus avancé que Goldorak au moment où j'ai rejoint. Forcément, puisqu'ils étaient déjà presque en alpha, si je dis pas de bêtises. Et c'était très différent, puisque l'histoire, elle était déjà existante. C'était une adaptation, certes, mais c'est quand même une histoire originale. C'est pas une adaptation du film de James Cameron, même si on s'en inspire pour la vibe un peu, en fait. C'est une histoire originale, avec des persos originaux. Et donc, c'était en anglais, donc là aussi c'était différent. C'est un jeu beaucoup plus long, avec des mécaniques systémiques assez complexes que je peux pas encore détailler actuellement, mais il y aura des petits trailers à l'occasion qui C'est vont ça. vous parler de tout ça. Donc c'est Alien Dark Descent, c'est ça? C'est ça, Aliens Dark Descent, effectivement, que je n'ai pas connu sous ce nom-là à l'époque, parce que bah, on a Oui. des working titles et des titres un peu provisoires, et donc le jeu a été... je n'ai pas pu nommer le jeu, j'aurais bien aimé, mais donc le jeu a fini par s'appeler Aliens Dark Descent, et du coup qui est édité par Tindalos, comme je disais, et... non, pardon, développé par Tindalos et édité par Focus Home Interactive. Et voilà. Et c'est aussi donc un projet assez intense parce que bah, j'ai un peu rattrapé le train en marche et j'ai repris l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc pas mal de mes, on va dire, de mes travaux, c'était un peu de l'ordre de ce qu'on appelle à Hollywood le script doctoring. Sauf qu'en fait, généralement, le script doctor, on le connaît pas, il n'est pas crédité et il est extrêmement talentueux et très bien payé. Donc vous choisissez, rayez la mention inutile par rapport à ce que vous savez de mon travail, mais moi effectivement c'était plus de l'ordre de, bah en fait voilà, on aimerait bien changer ça, Matt ne peut plus travailler avec nous, on sait qu'on aime bien par exemple changer l'ordre d'un niveau, tu vois, c'était un truc comme ça, tu vois. Donc des choses un peu comme ça qui font que bah, l'histoire elle a besoin d'être un peu repensée, et de repenser les enjeux, les enchaînements et tout. Donc c'était plutôt un challenge super intense. Mais du coup, c'était un peu un crash course, comme on dit en anglais, de le faire je suis arrivé en décembre 2021 et je crois que j'ai à peu près terminé en décembre 2022. Ouais. À peu près. Donc j'avais encore des petits trucs à faire en janvier, en février cette année. Donc c'était très intense. Et un an de production, voilà, un peu comme je pouvais, en freelance aussi, en parallèle. Et bah après, j'ai de la chance, c'est que les deux studios qui m'emploient, que en fait veulent bien en fait tu vois Oui, s'accorder s'accorder et là-dessus, ouais. me partager, Ah, voilà. ils sont Ils sont gentils, gentils. oui, ils sont très, non mais en vrai ils sont très bien et ça s'est très bien passé avec les deux studios. Et effectivement tout ça pour dire que la version courte, c'est j'ai travaillé sur des jeux véhiculaires qui n'ont pas vu le jour chez World of Tanks, enfin sur chez Wargaming, et dont World of Tanks, donc lui il a vu le jour pour le coup. Et après j'ai fait un gros jeu d'action aventure et un gros jeu de stratégie, voilà pour l'instant. Ok, Qui sait où ça t'emportera. c'est ça. Et du coup, avec ce petit bagage que tu as déjà de conception de narrative designer, y a des méthodes à dire de narration qui t'ont marqué, qui t'ont un peu inspiré, ou d'autres que tu voudrais tester plus tard dans l'avenir. Bah, ceux qui ont écouté la première partie le savent déjà, je pense que, et c'est à la base, je suis quand même plutôt quelqu'un qui est cinéphile parce que j'ai eu très tard en fait accès aux jeux que je voulais parce que mes parents contrôlaient énormément ce que ce que j'achetais ou ce que je demandais plutôt parce qu'à l'époque je n'avais pas d'argent pour moi-même. Mais ouais, ma première console c'est une PlayStation 2. Et en Ah, fait, les gens de ma génération qui sont plutôt des années 90, généralement, c'est peut-être plus la PlayStation, en fait. hmm. Ou alors, c'est la PlayStation du grand frère, tu vois. Mais donc, en fait, moi, c'est plus la PS2 avec le premier Ratchet and Clank. Ah. Donc, ça date, hein. Oui, oui, ça Mais, commence. mais du coup, tout ça pour dire que moi, plutôt à l'époque, par contre, je regardais déjà beaucoup de films, etc. Donc, je suis très influencé quand même par ce côté qui est très décrié, très encensé, donc c'est un peu compliqué d'être un peu au milieu, en tout cas c'est vraiment mon cas, mais voilà, des jeux très narratifs, très cinématographiques, type The Last of Us, Ouais, Uncharted, tu vois, Naughty l'école un Dog. peu Naughty Ouais, Dog. l'école Naughty Dog. Ouais. Moi j'adore, voilà, je suis assez fan de ça, je suis assez client de ça, et j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les jeux d'action-aventure en troisième personne de manière générale, et ils les font très bien. Donc j'étais très influencé en fait par cette école un peu plus cinématographique en fait du jeu vidéo que les gens parfois voient d'un œil méfiant ou au contraire pensent qu'il n'existe que ça dans le jeu vidéo, et en fait je pense que les deux sont un problème. Après tu vois un jeu, pourtant moi qui suis assez passionné par le fait militaire, l'histoire, etc., j'avais jamais fait du coup la saga Metal Gear.
Hmm. que j'ai rattrapé en 2000, pendant le confinement ou un peu après, enfin un des deux confinements. Donc j'ai fait, enfin voilà, j'ai fait Metal Gear Solid en entier. Enfin tous les jeux je veux dire, et du coup tu vois l'aspect un peu méta, le jeu sur la narration Ouais, entre d'accord. qu'est-ce qui est vraiment une C'est histoire, et ça. est-ce que Mais tu dois retourner la jaquette, Snake, etc. qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé le passé. Exactement. Et en fait, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Et surtout, en fait, en le découvrant tardivement et au moment où moi, je commençais à être narrative Hmm. designer professionnellement, beaucoup de gens me disent, mais attends, mais comment t'as attendu autant de temps? Et ça a dû être bizarre. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était super bien parce que je pense que Kojima, peu importe encore une fois les griefs ou les réserves qu'on peut y porter, il y a un côté super objet d'étude, quoi, en fait, Bah sur ce que tu peux oui, faire avec un jeu clairement. vidéo, quoi. Clairement, sur Donc, Kojima, c'est un personnage qui a apporté beaucoup quand même. C'est complètement. très Moi, singulier, hein, tout ce qu'il a fait. Et moi, j'aime ouais. bien, ouais. Et donc du coup, j'aime beaucoup en fait ce côté méta là aussi, tu vois. Après, j'ai pas encore fait, hein, pour le coup, j'ai pas pratiqué trop le côté méta ou pareil le film interactif. Faut s'imaginer que même si Goldorak et Alien, c'est des gros jeux pour à l'échelle voilà des jeux indépendants, ça reste des jeux indépendants quoi. Donc en fait, on n'a pas 20 minutes ou 1 heure de cinématique. Donc en fait, le côté un peu cinématographique, je ne l'ai pas forcément moi dans ces jeux-là. Je le trouve ailleurs, et on a plein de méthodes pour rendre le truc épique ou stylé. Mais il faut parfois ruser. Bon, je l'ai un peu plus sur Dark Descent parce qu'il y a des interprètes, il y a de la motion capture, etc. Donc en fait, là, ça va pousser plus loin. Mais c'est beaucoup de système D, de démerde, et surtout en fait des gens qui sont extrêmement talentueux et qui ont 50 métiers en un et qui arrivent à faire tourner le truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas encore mon cas, mais j'espère un jour je pourrai faire pas mal de choses. Après, du coup, j'aime bien ce truc-là, en fait, de pouvoir être sur cet aspect un peu narratif et cinématographique. Et après, il y a un truc que fait beaucoup les jeux vidéo et dont on n'a pas parlé depuis. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, en fait, pour ceux qui connaissent le milieu, mais la narration Hmm. environnementale. Donc ce principe voilà, de recevoir un peu l'histoire d'un jeu ou son univers sous forme de fragments, de descriptions d'objets, de petits détails cachés dans le décor, etc. Donc ça peut aller très loin, et en fait d'ailleurs environnemental est pas forcément hyper parlant parce que c'est pas toujours l'environnement mais plein de Non, petites mais choses qui s'additionnent. je pense que, ouais, Comment tu le résumerais? je prendrai un jeu en exemple que beaucoup de gens, je pense, ont Vas-y. fait, Breath of the Wild. Yes. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Le jeu, quand tu parles de narration environnementale, Breath of the Wild, c'est tu prends un bâton, le bâton il prend feu, tu peux faire foutre le feu à la forêt. Il y a de l'interaction avec l'environnement, et à côté de ça, tu peux prendre le jeu par à peu près tous les. Enfin, il y a pas de limite à ce que tu peux entreprendre Mhm. au niveau de l'histoire, quoi. C'est vraiment toi Ouais, qui complètement. viens moduler l'histoire à ta propre expérience que tu veux vivre, quoi. Ouais, ouais. Et après, bon, après, enfin, il y a énormément d'exemples, et comme Mm. là, tu donnes un exemple une interprétation de Voilà, la narration environnementale, et en fait, il y en a peut-être autant qu'il y a de jeux, parce que il y a beaucoup de gens qui citent les Dark Souls, par exemple, où bien sûr. c'est voilà la tronche d'un boss, plus la description d'un objet, plus en fait le rythme de tel truc. Et on peut utiliser plein de choses pour faire la narration environnementale. En fait, c'est plus une espèce de narration, je sais pas, transversale, ou tout ce qui est pas en fait dit, Bien envoyé sûr. en fait directement dans l'œil du spectateur, et qu'il faut peut-être parfois aussi décortiquer. Et Hades ou Transistor, Transistor en particulier, a Mm. une super narration environnementale. Bref, donc du coup, ça c'est un truc qui existe énormément dans les jeux vidéo, qui est beaucoup apprécié, et qui est aussi un truc dont on débat beaucoup au sein de la profession et ailleurs. Genre, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Est-ce qu'au final c'est un fléau? Et c'est souvent comme ça d'ailleurs en jeu vidéo, il y a vraiment ce côté très Oh, polarisant, bah, comme tu tu me dis. diras, c'est un truc de l'époque, hein, mais Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est aussi de l'époque, et le jeu vidéo étant plus jeune, il y a pas aussi cette théorie, j'en ai pas parlé, je voulais en parler, je me souviens quand tu m'as envoyé les questions, de ce côté un peu média plus jeune, donc aussi moins de théories sur Mm. lesquelles tu peux t'appuyer, etc. Donc c'est vrai que moi-même, tous ces styles de narration, je sais pas forcément encore comment les définir, donc je sais pas, ça se trouve j'en ai fait sans même entre guillemets me rendre compte, mais quelqu'un qui est un spécialiste de la narration environnementale dira bah ouais, t'as fait ça, tu vois. Après, bon, un truc que je pense que je peux dire sur Aliens par exemple, on m'a demandé des graffitis sur les murs.
Et en fait, du coup, tu écris des graffitis sur les murs. En fonction de ce qui est marqué sur les murs, tu peux déduire des histoires de qui est passé par là, etc. Et c'est un peu Il y d'ailleurs a, l'exemple des graffitis, c'est l'exemple parfait de la narration en vrai, environnementale. C'est Karl était là, ouais. et toi t'es joueur et tu fais mais attends, mais c'est qui Karl? Est-ce C'est qu'il est important dingue. pour l'histoire ou pas? Ça me fait penser à ce que tu me dis en termes de narration environnementale, le studio Arcane, Ouais, qui est à aussi, Lyon bah, avec leur, comment ça s'appelle, j'ai mal fait mes devoirs, bah, le l'immersive, dernier ou non mais l'immersive sim, Civ, Immersive ouais, Sim. Immersive Sim qu'ils ont fait avec à peu près tous leurs jeux, quoi, Dishonored, Prey, et puis bah Deathloop qui est Mhm. justement en termes de narration que ton environnement vient vraiment beaucoup accentuer ça sur Deathloop, parce que t'as les souvenirs de Colt qui s'écrivent justement sur les murs directement Ouais. et tout. Donc là-dessus, ouais, on a pas mal de studios français là-dessus. Et je voulais rebondir, j'en profiter. Alors c'était pas dans les questions et tout, mais Tu fais tu bien. fais parler de jeux un peu cinématographiques interactifs. Est-ce que t'aimes bien les productions de Dotnode? Bah, j'ai pas trop. Alors, je sais pas en fait, je les ai pas tous faites en Ok. fait. Donc, je t'avoue que je manque un peu de culture pour le dire. Je crois que le seul jeu auquel j'ai fait Dontnod, c'est. Alors, c'est peut-être pas le seul parce que j'ai pas tous en tête, mais Remember Me, c'était eux, si je Ouais, dis pas de c'est bêtises. exactement, ouais. Ouais. Et voilà. Après, globalement, pour avoir même un petit peu croisé, alors plutôt sous forme de Discord et de conversations numériques, etc., un peu des gens qui travaillent là-bas. J'ai d'ailleurs une collègue qui travaille là-bas, une ancienne collègue de chez Wargaming. Pour la partie effectivement contenu, mais franchement c'est des gens que je trouve que je respecte beaucoup, et bah ils ont une approche assez quand même, enfin c'est quand même des gens qui, et c'est aussi ça la beauté en fait du jeu vidéo par rapport à entre guillemets à Hollywood, c'est il y a aussi un côté ça peut émerger des deux côtés de l'Atlantique, si j'ose dire, et en fait en France on peut avoir des studios qui ont posé des bases d'un truc et qui sont assez bah assez, enfin c'est assez solide, Ouais, c'est on est. et on défend même nous, enfin on tient la dragée haute comme on dit à nos collègues américains, si ce n'est bah, en fait on dicte la donne quoi. Et donc du coup je trouve que ça fait partie de ces studios où j'ai pas mal de déficits hein, de culture, et pour le coup je pensais que travailler dans le jeu vidéo ferait que je jouerais plus. Je joue plus factuellement, mais en fait il y a vraiment un moment où tu es en mode ouais mais là j'analyse trop ce qu'ils ont essayé de faire et ça devient horrible. Et donc des fois il faut vraiment, je trouve, tu sais, le mood un peu en disposition, ok vas-y surprends-moi et tout. Et en fait souvent maintenant je donne un peu plus la chance aux indés ou des trucs un peu plus petits, et donc note c'est déjà très gros. Après, factuellement, voilà, j'ai un assez bon souvenir de ce jeu-là, et beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc, j'aurais du mal à répondre à ta question, mais peut-être que tu avais un élément plus précis. Peut-être que eux aussi, ils sont très narration environnementale. En tout cas, ils sont très Oui, narration, et déjà, ça, ouais, je déjà, respecte. Life is Strange, justement, je sais pas si on peut parler de narration environnementale, mais ils viennent apporter dans la narration, par exemple, bah, je sais que j'en avais parlé dans un précédent podcast, mais il va y avoir une adaptation du premier Life is Strange par Amazon, et en fait, je me demandais comment Ouais, ils allaient gérer, parce que voilà, c'est pas un spoiler, mais le personnage de Maxine, qui est le personnage principal du premier Life is Strange, a le pouvoir de remonter dans le temps sur une ouais. frame de 5 secondes. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ouais, je vois Et en très fait, bien ça, c'est vraiment le système. implémenté dans le gameplay, et c'est à toi de. Vraiment, tu sens que tu fais une connerie, hop, tu remontes le temps, même au plein milieu d'un dialogue. T'as aucune limite là-dessus, et ça te permet de recommencer vraiment en disant voilà, attends, on va pas lui dire ça, on va plutôt lui présenter cet objet-là et tout. Et je me dis, ça, c'est vraiment. Enfin, interne aux jeux vidéo, en termes de série, tu perds forcément quelque chose dans. Bah ouais. Bah, ou même l'exemple qu'on avait pris en première, enfin reprendre un exemple qu'on avait pris dans la première partie de Disco Elysium, où tu as ces voix internes où des Hmm. fois elles enchaînent 6 ou 7 dialogues entre elles, tu es en mode mais ils sont censés faire une série Amazon. Du coup, comment on fait? Il y a un freeze frame et il y a des Oui. personnages qui se parlent entre eux. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Et en fait, souvent, effectivement, bah, en fait, on se frotte à un truc aussi. C'est pas forcément que la non-linéarité, mais c'est aussi des côtés. Bah, en fait, ouais, là, t'es obligé de. Enfin, faut qu'il y ait plus que 3 personnalités si tu veux Oui, bah garder bien sûr. ce système d'addition. Ou alors, faut que ça soit, enfin, je sais pas, des split screen. Enfin, il y a des moyens d'adapter les choses. Mais en fait, c'est pas du tout la même quand tu es actif et que, par exemple, dans le jeu, donc ces différentes personnalités te donnent des indices sur ce que tu devrais dire ou Mhm. pas. Et en fait, tu fais, ouais, mais quand tu es spectateur, tu t'en fous des indices. En fait, tu veux savoir quel est le personnage. Et de base, en fait, il y a aussi ce truc dont on n'a pas parlé, mais cette tension un peu entre est-ce que j'incarne un personnage et je m'y identifie, ou est-ce que je suis le personnage? Et il y a vraiment ce côté,
En anglais, on dit d'ailleurs player character, et donc en fait, c'est vraiment, on se confond quoi. Et il y a plein de jeux, y compris des jeux très linéaires ou très narratifs et très cinématographiques comme The Last of Us, où en fait, du coup, il y a un peu une confusion de est-ce que on est Joël ou est-ce que on est une des versions de ce personnage. Et bah ouais, plus t'as de choix en plus, et plus c'est compliqué. Et typiquement, bah, ce que tu disais aussi sur Life is Strange, j'imagine c'est un peu la même chose, parce que bah, du coup, si tu remontes dans le temps, c'est des mécaniques où c'est pas la même chose de les activer toi-même et D'être de spectateur. recevoir cette information que de la donner en fait. C'est ça, exactement. Je ne sais plus de quoi on parlait. Dontnod, mais oui. Oui, on parlait de Dontnod. voilà, c'est ça. C'était juste pour un petit aparté, vu que tu parlais de jeux très narratifs et tout, et que ça te plaisait, avoir un peu ton ressenti. J'ai un déficit, mais promis, Non, mais promis à eux, je rattrape. Il n'y a pas de déficit à une époque où il y a 10 jeux vidéo qui sortent par semaine, 15 films C'est un peu et dur, 32 j'avoue, séries. Est-ce qu'on peut parler réellement de déficit? Et donc, avec ça, est-ce qu'on a... T'as des méthodes pour écrire? Est-ce qu'on a des techniques dans les cours dont tu as parlé? Qu'est-ce que... Oui. Oui, il y a plein de techniques dans les cours. Non, mais Kurt, c'est quelqu'un qui, pour le coup, par rapport à la jeunesse du média, je pense, s'est inspiré de beaucoup de gens, y compris en fait, ce qui se faisait notamment sur... parce qu'il y a quand même des trucs assez... il y a beaucoup de gens, par exemple, au cinéma qui ont théorisé, en fait, comment on fait une bonne histoire, c'est quoi un peu les trucs qu'il faut, les étapes, etc. Et donc en fait, je pense que lui s'est basé sur pas mal de ces choses-là parce que ça l'intéressait beaucoup. Il a essayé de faire en fait une digestion de là-dessus, et donc lui nous a filé pas mal d'outils là-dessus. Donc c'est plus des outils. Je sais pas si on peut parler vraiment de méthode, même si ou des techniques, mais c'est quand même pas mal utile. En tout cas, moi, je m'en suis servi systématiquement sur tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé depuis que je les connais. Donc, il a notamment un outil qu'il appelle le Narrative Voice, je crois. Donc, en fait, c'est un espèce de tableau. Pour ceux qui connaissent un peu le marketing, c'est un peu comme le SWOT ou ces outils de positionnement, en fait. Et c'est une espèce de truc où tu vérifies si c'est cohérent, si tu as bien mis les trucs au bon endroit. Donc il y a effectivement la narrative wheel, je crois, la narrative voice, pas mal de trucs aussi sur le lore où en fait il est parti de... je peux pas tout dire parce qu'il est prof, donc je vais pas donner tous ses secrets, mais en fait pas mal de choses effectivement qui sont de l'ordre plutôt du spell check en fait, un peu, tu vois, tu te dis ok, je fais ma grille et je regarde si c'est à peu près au bon endroit. Si tout va, quoi. Après, je suis pas quelqu'un de... Il y a différents types j'apprends un petit peu, hein, mais différents types d'auteurs, de gens dont la fiction s'intéresse. Souvent, on dit il y a les architectes, les jardiniers, par exemple. Je sais pas si tu connais cette métaphore. Non, mais je viens de l'apprendre. Les architectes, c'est plutôt des gens qui ont un énorme plan. Et donc, en fait, il faut qu'ils aient conçu absolument tout le building pour se mettre au travail. Et il y a plutôt les jardiniers, c'est-à-dire ils plantent une petite graine, ils vont arroser de temps en temps, et ils regardent un peu comment ça pousse, et ils improvisent au fur et à mesure est-ce qu'il faut que je plante, etc. Donc, pour le jeu vidéo, je pense que c'est aussi assez vrai, même si c'est un peu plus dur d'être un jardinier. Soit tu es un peu un architecte en panique, ou soit tu es un jardinier qui doit vraiment beaucoup parfois arroser, bombarder d'engrais et tout le bordel, donc c'est pas ouf. Mais c'est aussi les exigences du jeu vidéo dont on parlait dans la première partie. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui jurent par la structure de manière globale, et d'autres gens non. Et en fait, le problème, c'est que le jeu vidéo n'a pas encore énormément de théorie, donc il y a énormément de débats. Moi, j'ai un Twitter très narrative design, donc les gens sont en mode est-ce qu'il faut vraiment parler de troisième acte alors qu'on n'est pas, tu vois. Et t'es un peu en mode, en fait, faut parler. Enfin, bon, ça fait un peu. J'ai plein d'expériences, donc je peux vous le dire. Mais en tout cas, moi, ça marche. En fait, la structure, j'en ai besoin quand je suis bloqué ou quand on est au début du projet. Et après, j'oublie un petit peu. Et après, si à un moment il y a de nouveau un doute ou qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on retravaille, je reviens à ça. C'est une sorte de cadre en fait, et c'est pas du tout pour moi du carburant en fait. Ça marche pas, ça me motive pas en fait de dire ah ouais c'est conforme, la structure est bonne et tout. Ça devient des maths et j'aime pas les maths, donc ça marche pas avec moi. Et donc je suis pas vraiment dans ce truc là si tu veux. Donc après les techniques, moi j'utilise un peu celles qu'on m'a apprises forcément. Et après c'est plus des trucs personnels. Donc en fait avant de devenir narrative designer, je lisais pas mal pour écrire pour la télé ou le cinéma. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai repris de ça. Mais un des trucs qui me passionne le plus, et peut-être encore plus que tous les autres médias
qu'on a cité, c'est la bande dessinée, parce que j'ai même découvert ça avant les jeux vidéo. Donc, Et puis tu as moi, une j'ai un peu très belle côté... bibliothèque derrière toi en plus. N'est-ce pas? Et C'est puis, bon, très, comme très blog, podcast, etc. très podcast ça. C'est ça, très podcast, cette description. Mais ouais, du coup, en fait, bon, en vrai, tous les médias m'intéressent beaucoup, mais j'ai lu pas mal, tu sais, tous les bouquins de comment on fait une BD, comment on fait. Donc, en fait, ça m'intéresse toujours, même si c'est pas forcément peut-être le média dans lequel j'officierai le plus, j'en sais rien. En fait, actuellement, dans tous les projets que j'ai pu faire, et ceux que j'ai envie de faire, je prends pas mal de plaisir. Par contre, effectivement, peu importe le média, je vois que la partie ok, je vais appliquer telle structure, bah en fait c'est hyper compliqué de le faire et ça marche pas. C'est pas magique en fait, ça Non. marche pas à tous les coups. Et donc moi je raisonne plus sur des trucs très personnels. Hmm. Donc souvent beaucoup le message. Je pense que ça c'est un peu une éducation très Spielbergienne, tu vois. Il faut que le film porte un truc et que ça soit explicite. Et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que bah, des fois c'est du sous-texte, mais moi ça devient carrément du texte, donc c'est un peu emmerdant. Les gens sont un peu en mode, c'est un peu voilà. Et sinon là je l'ai remarqué très récemment, donc c'est marrant que tu m'aies proposé ce podcast quasiment, enfin le même jour. Ah ouais. Ouais, en fait, je travaillais sur un potentiel prochain projet là, chez Enroad, donc je ne dirai rien, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais débloqué un truc au moment où j'ai commencé à savoir c'était quoi, qui était vraiment le personnage et c'était quoi cette trajectoire, en fait. Et je me suis rendu compte d'un coup, ah ouais, tous les projets, y compris les adaptations, dont Goldorak, j'arrivais pas à savoir exactement ce que je voulais raconter avant que je comprenne un peu qui était le personnage, qu'est-ce que je voulais, où c'est que je voulais l'emmener, qu'est-ce que de ce personnage qui existait déjà je voulais raconter. Et en fait, c'est assez marrant, mais du coup je m'étais dit ah ouais, pareil sur Aliens, je m'étais dit oui, bon en fait on me donne des outils, donc enfin on me donne des persos qui existent déjà, donc de toute façon je peux pas raconter autre chose. Mais bizarrement, les problèmes qu'on a eu sur Aliens et les trucs d'un point de vue narratif se sont résolus aussi quand j'ai dit ok en fait le personnage il va faire ça et il fait ça parce qu'il est comme ça et que les gens m'ont dit ouais ok ça a du sens on y va tu vois. Et du coup c'est bizarre mais je me suis dit en fait ok moi mon truc ça doit être il doit avoir un espèce de facteur humain en fait je comprends mieux les humains que les structures. Ouais. Donc du coup c'est plus facile de raisonner comme ça et ça faisait des semaines que enfin pas des semaines mais une bonne semaine que je travaillais sur un projet et je me disais mais en fait ce projet n'aura pas d'histoire, il n'aura qu'une narration fragmentée un peu chelou parce que je ne vais pas y arriver en fait. Et d'un coup ça a pris un peu du sens et on s'est posé aussi la question de bah ouais bah du coup en fait est-ce que par rapport à ce personnage on pourrait pas tenter tel type de narration. Et en fait là d'un coup tu vois tout a un peu découlé, donc c'est un peu une méthode que je recommande un peu aussi aux gens. Tu vois je suis pas non plus en mode faut écrire une bio complète du personnage, mais plutôt où c'est qu'on veut, où c'est qu'ils commencent, où c'est qu'ils veulent aller, et quel voyage on les fait faire, pourquoi, etc. Bon, c'est un peu comme ça Ouais. que moi je procède, visiblement. Ok. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, tu parlais de Goldorak, Alien, tout ça. Ça fait quelque chose de poser un peu sa patte sur quand même des Alien, ça reste un monument du cinéma et tout, donc. Bah, là j'ai le torse qui se gonfle. Là aussi c'est pas trop podcast, mais peut-être que les gens ont entendu mon souffle un peu coupé en mode genre ouais, je suis quand même un peu fier. C'est bizarre, mais j'ai eu beaucoup d'excitation comme je racontais au moment où ils m'ont proposé. Et pareil pour Goldorak, parce que même si je partageais pas et l'équipe de toute façon de Goldorak est beaucoup plus jeune que cette fameuse génération Goldorak, et je le dis pas voilà de manière méchante, mais donc j'étais déjà extrêmement tu vois fier, mais c'était différent, j'avais Ouais. pas reçu le choc. Aliens j'avais forcément reçu le choc, et surtout que Aliens parmi tous les trucs autour de Aliens est absolument mon préféré. Donc je me dis waouh, quand même c'est incroyable. Le premier jour je tremble comme une feuille, et en fait on commence à bosser et je crois que je me suis rendu compte qu'on retravaillait sur Aliens quand le projet a été annoncé, tu vois. Mais genre vraiment à aucun moment je me suis dit, en fait je me disais ouais c'est cool et tout, franchement mon métier il est stylé, j'ai pas à me plaindre, je fais toutes les heures, j'encaisse tous les coups, rien à foutre. Donc j'étais vraiment déter, mais j'avais pas ce côté ah là là ça fait quelque chose vraiment tu sais. Puis en plus bah souvent on faisait des projets en secret, Ouais, donc tu peux même pas vraiment oui, tu peux frimer, pas en parler aux donc gens. pour le coup. Et puis je fais quand même très attention à ça, donc t'es un peu en mode ouais je me souviens qu'on avait des noms de code sur Aliens. Donc quand on était au restaurant il fallait dire oui alors la créature et donc voilà c'était assez marrant, enfin je sais plus, c'était rigolo.
Donc c'est libérateur quand c'est annoncé et tu fais waouh, ok, c'est super cool. Et donc je ne mentirai pas, je suis extrêmement fier et de travailler là-dessus. C'est complètement un rêve de gosse. Je crois que je réalise pas. En fait, le problème c'est que j'ai l'impression que je vais pas réaliser en fait. C'est-à-dire pas au sens waouh, c'est tellement fou que je vais pas réaliser. Et je suis dans un rêve de princesse et je vais pas me réveiller. Mais je pense qu'en fait malheureusement ça devient un taf. Un taf le meilleur que j'ai pu avoir et qui est assez génial, mais en fait je crois que à chaque fois ça me fait un truc. J'ai vu le trailer sur qui sortira euh, sans doute quelques semaines après ce podcast, mais sur la partie narrative en fait de Alias Dark Descent. Et j'ai fait, mais putain, mais what? J'entends mes dialogues et tout, c'est un espèce de trailer blockbuster, c'est dans l'univers d'Aliens, les gens ils vont péter les plombs, parce que moi je sais que je pète les plombs quand ils m'ont présenté ces éléments-là, tu vois. Et je sais que c'est moi qui les ai écrits, mais je suis un peu en mode, ah, on a bien galéré sur ce truc-là, tu vois. Un Ouais, côté un peu... t'as tout le derrière du coup du ouais, process, et oui, il y a un truc qui se démystifie d'une certaine manière aussi. ouais, d'une certaine manière, c'est ça. Et après, je souhaite, je pense que c'est beaucoup, ça va être beaucoup le fait d'en parler et aussi de voir dans les yeux des gens. C'est très con, je vais reparler un petit peu de Goldorak, mais j'étais au Paris Fan Festival la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Et en fait, il y avait des gens qui étaient déguisés en Goldorak et j'ai reconnu un personnage de la série. Mhm. Et la personne était quasiment les larmes aux yeux que je l'ai reconnu, tu vois, en mode waouh, vous connaissez Goldorak et tout, vous connaissez ce personnage. Et je fais ouais, j'adore, il a un arc incroyable, c'est super tragique, etc. Et en fait, je sentais que le mec il était mais bouleversé, tu vois. Et en fait, je me dis, en fait, moi je réalise peut-être pas, alors que moi j'ai trouvé ça super bien de découvrir Goldorak. Et on pourra en parler dans les détails dans un autre podcast à l'occasion, parce que je peux pas dire exactement tout ce que j'aimerais dire là Oui, bien maintenant. sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté, ça va me toucher en fait que les gens fassent un retour et vivent le truc. Mais pour l'instant, moi dans mon expérience, c'est très, enfin j'essaie aussi, hein, c'est une volonté de ma part d'être aussi très professionnel et pas fanboyisé. Mais du coup, je pense que je me suis dit, oh, il faut être comme ça. Ouais, Mais je me le suis pas répété, c'est devenu comme ça très vite, parce qu'en fait, t'es dans ouais, puis l'énergie du truc, et t'as des calls avec Disney, et puis il faut maintenir tu vois, l'image de la marque, et tu dois débattre de ça, ça. de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Ouais, c'est ça que je voulais mettre en avant quand je te posais la question aussi, c'est ça, parce que derrière, quand on sait qu'on bosse avec des grosses licences, il y a toujours une image de marque derrière avec Mm. des cahiers des charges longs comme le bras à Ouais. garantir. Et c'est ça que je Bah voulais. après, si je peux en dire à 2 mots. Et en fait, c'est pour moi qui en plus c'était de l'autre côté hein, en journaliste, tu sais, dès que ça va pas, Ouais. ouais, c'est le cahier des charges. et, et en fait, mais c'est pas aussi vrai. Enfin, c'est pas exactement ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, les contraintes sont pas forcément là où on les attend. Et donc je peux pas forcément donner d'exemple à l'heure actuelle. On pourra en parler en off ou un autre Ouais. jour. Mais il y a vraiment ce côté. Par exemple, sur Dark Descent, personne m'a jamais interdit, tu vois, d'écrire un truc ou de proposer un Mm. truc. Après, l'histoire était déjà un petit peu posée, donc c'est un peu différent. Forcément, j'ai pas proposé n'importe quoi. Mais pareil, en fait, tu vois, sur Goldorak, on a créé des adversaires parce que Goldorak c'est assez fameux en fait. Il a qu'un seul adversaire par épisode Oui. et tout le monde se dit mais ils sont cons, pourquoi ils n'envoient pas tous leurs robots d'un coup? Donc nous, on a créé plein de petits robots comme ça. Et en fait, quand les Japonais ils ont vu, ils ont fait ah ils sont dans quel épisode? Ah. Et voilà, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, je pense que c'est pas trop un problème. Mais en fait, ouais, ils pensaient qu'on les avait. Et en fait, c'est là où tu te dis, ouais, en fait, les gens qui sont responsables de ce fameux cahier des charges, en fait, c'est pas des gens dont toutes ces questions créatives les Oui, intéressent. non, En bien fait. sûr, ouais. Donc, c'est même pas eux qui disent non, ça t'as le droit ou t'as pas le droit. C'est les autres projets en cours. Ça a été le cas sur Alien Descent, je peux pas dire quoi, mais il y a des trucs qu'on pouvait pas faire parce qu'il y a d'autres gens qui font des jeux et t'as d'autres gens qui font des séries et des films. Donc en Ouais. fait, si tu tombes sur la mauvaise idée, je crois qu'ils en parlent beaucoup avec les projets Star Wars. Il y a des trucs que tu peux Ça pas faire doit parce qu'il être, y a un autre qui est dessus. ça doit être horrible. Et c'est frustrant, mais tu dis bon bah ok bah cool, c'est une idée stylée, donc je suis content que quelqu'un la fasse, tu vois. Mais c'est plus des trucs comme ça. Mm. En fait c'est parfois des décisions assez arbitraires et qui tombent à un moment un peu random, mais il n'y a pas de volonté de nuire, de Non, dire oh non. là là, vous Ouais. avez fait n'importe quoi. Non, c'est la En plus. tout cas, c'est pas mon Ouais. expérience des choses. Enfin, ils ont été pour le coup souvent assez cool, de manière assez surprenante. Parfois, j'ai l'impression que des trucs trop bizarres n'allaient pas passer et des trucs vraiment, je me suis dit ouais, ça a pas posé problème. Ils étaient en mode ouais, on peut discuter et voilà. Et après, on s'imagine pas, mais aussi c'est aussi énormément de dialogue.
et de conversations un peu nulles à base de tiens, vous avez mis telle enseigne dans tel bâtiment, pourquoi? Et toi, t'es en mode euh, parce que c'est beau, quoi. T'as pas trop d'idées, Oui, en fait. c'est ça. Et en fait, le dialogue, c'est. Enfin, il n'y a pas de fameux cahier des charges. C'est juste qu'en fait, ils veulent tout savoir. Et ils Oui, veulent s'assurer qu'il n'y a pas de volonté de nuire à eux, à leur bien licence, sûr. ou à cacher des messages cachés. Ça, c'est les ayants droit. Ouais. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas qui leur a fait des messages cachés, mais ils ont très peur de ça. Ouais. Donc on parlait beaucoup de choses, on parle beaucoup de ces choses-là, mais dans mon expérience, il n'y a pas un truc où ils m'ont dit non attention, on n'a pas le droit. Voilà, sur Aliens, il y a un truc que je peux pas citer, mais genre voilà, typiquement c'est en mode ok, c'est comme ça. Bon, d'accord, tu l'as le premier jour, et après tu l'as plus. Et sur Goldorak, pour le coup, j'ai eu très peu de retours. C'est juste que quand on a présenté le jeu à Gonagai, il a dit ok, très stylé, et voilà. Mais bon voilà, après Gonagai, il a laissé faire des Français en BD la suite de sa série, Oui, donc visiblement c'est un mec assez cool, tu oui, vois. voilà, il est. Euh, il est détente, il est détente. Voilà. Et donc, mais ouais, enfin, c'est une petite digression. Mais après, c'est souvent un truc qui intéresse beaucoup les gens parce qu'ils se disent, bah, attends, mais c'est tes deux premiers projets, c'est des licences et tout, ça a dû être méga compliqué. Et en fait, dans mon expérience, pas tant. Après, je pense que c'est aussi un profil. Moi, j'ai toujours été passionné par ces trucs de franchise, etc. Et tu sais, les trucs en interne. Enfin, j'ai écrit un bouquin sur Star Wars Ouais. là-dessus, tu vois, chez Ferb. Et c'est vraiment genre, c'est quoi ces trucs de tension? Qu'est-ce qui fait qu'on part sur ça et plutôt que ça? Et donc en fait, moi je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière et là j'ai fait oh putain, je suis en train de faire une J.J. Abrams, tu vois. Et genre en fait, tu te rends très vite compte en fait de pas mal de trucs et c'était assez. Enfin, je pense que c'est une manière aussi de rester un peu humble et de se dire ouais, des fois on pense que c'est juste le grand méchant Mickey ou le Gonagai qui descend du ciel et qui dit non. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça et des fois tu te pièges même toi-même tout seul, quoi. Donc voilà, j'apporte un peu de Eh nuance, ben, c'est pas sans vouloir tirer des pompes non plus, non, mais mais en vrai c'est intéressant. Parce que bah écoute, j'en suis ravi. ça change des avis qu'on peut avoir, même si bien sûr tout n'est pas blanc ou noir, hein, là-dessus, mais c'est vrai que on a toujours, comme tu l'as mis en avant, ce petit fantasme de oh là là, les cahiers des charges sont très compliqués, notamment Ouais. dans l'imaginaire collectif que les Japonais sont des par exemple Nintendo, je sais que on a dans l'image en prenant Pokémon que Pokémon c'est impliable, personne peut bosser sur la licence, Ah ouais. ils strike tous les fan projects, tout ça, c'est et comment dire, de ce que j'avais vu aussi sur par exemple le film Détective Pikachu, les Pokémon avaient été imposés avant ceux qui devaient apparaître et Hmm. tout ça. Mais voilà, comme tu dis, c'est pas pareil avec tout le monde visiblement. Et ce qui est très Ouais, cool. après Ouais, t'as peut-être des profils, t'as peut-être des projets, c'est ça. tu tombes sur la bonne personne. En tout cas, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, si des collaborateurs nous écoutent, eh ben sachez, si vous comprenez le français, que c'était cool de travailler avec vous. Voilà. Ah, Ça c'est change de beau. ces fameuses histoires. C'est beau. Et allez, on va attaquer sur une de nos dernières questions. C'est vrai que le monde du jeu vidéo, qui est, comme tu l'as dit, assez jeune, il a quand même pas mal changé ces dernières années parce que la technologie évolue tout aussi vite que lui. Et du coup, dans toutes ces thématiques de narration, comment tu ressens, enfin, qu'est-ce que ça a apporté dans l'évolution de la technologie? Est-ce que ça a modifié la manière de faire des récits et en quoi ça l'a modifié? Bah déjà, je pense que toute la partie qu'on évoquait dans notre première émission avec, tu vois, ce côté génération d'embranchement, comprendre comment ça fonctionne, essayer aussi de donner aux joueurs cette liberté. Donc tu citais l'exemple de Witcher, d'aller voir de tuer le monstre avant même de savoir qu'il y en avait, enfin pas qu'il y en avait un, mais qu'un villageois t'ait dit de le tuer. Bah, en fait, c'est quand même des machines slash des algorithmes et des programmations toujours Mm. plus puissants. Et ça, c'est un peu la partie, on va dire, cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que tout le monde voit, par exemple, les graphismes. Et effectivement, pour la narration, c'est incroyable parce que, bah, en fait, la narration est d'autant plus spectaculaire. On peut faire des choses de plus en plus folles. On peut citer la performance slash motion capture, je sais jamais comment on dit. Et puis, de plus en plus, on voit, par exemple, que bah, ça permet d'intéresser des acteurs. On n'a pas forcément encore des méga superstars, mais en fait, je veux dire, on n'a pas besoin de superstars, on a besoin de gens qui sont bons et qui savent faire le taf et qui sont prêts à, voilà, à se dire ouais, bah en fait, je ne ressemble pas exactement à mon perso, mais je donne tout dans le truc. C'est Et notamment
Notamment, Tu ouais, penses à qui? notamment bah là, je reviens sur, tu parlais Witcher, mais c'est des projets qui ont pris Idris Elba et Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077. Ouais, bah là pour le coup Ouais, c'est les ils ont superstars, pris vraiment mais l'aura de mais ils ont Keanu, quoi. ouais c'est ça, ils essayent en fait aussi de se greffer, je pense effectivement à leur star power C'est en fait ça. tout simplement, et c'est normal parce qu'en fait on tend aussi vers, on est un peu attiré par ce côté très brillant, mais au-delà de ça, moi j'ai rencontré des gens, enfin moi j'ai travaillé avec des gens sur Dark Descent comme Goldorak où j'ai vu un peu leur portfolio et ce qu'ils avaient fait et je trouvais que c'était complètement ouf, et en fait c'est des gens dont on a entendu la voix partout, ou alors qui ont eu une dévotion quasi totale en fait envers les personnages, qui voulaient tout comprendre, qui étaient à donf, et en même temps ils font que la voix, il y a quelqu'un d'autre qui fait la performance capture, et tu sais il y a un côté en fait à trois, on fait un à trois, parce que moi j'écris, il y a la performance capture, il y a Ouais. la voix, on fait un personnage, ou à plus il y a les animateurs, etc. Enfin c'est complètement fou, toutes ces technologies là en fait elles avancent de manière on va dire un peu parallèle en fait, Mm. c'est-à-dire que c'est peut-être même d'ailleurs un peu invisible, on se dit oh, tel jeu vachement bien les persos et tout, mais en fait on se rend pas compte qu'il y a un nouveau truc qui va bien. Bon après voilà, il y a toujours un jeu ou deux où c'est plus vrai que nature, et là on pète un câble, et on parlait de Kojima tout à l'heure, mais typiquement quand il a dit ok c'est Sutherland qui fait Big Oui, Boss, et voilà tu vois, et d'un coup tu sais c'est de la mocap et tout, enfin tu rentres dans un autre truc, oui. où effectivement Death Stranding avec des acteurs pour le coup très connus. Euh, mais donc j'évacue peut-être un petit peu ça parce que c'est quand même ce qu'on voit, mais c'est beaucoup aussi tout ce qui permet de gérer cette narration, et aussi bah, tout ce qui maintenant fait un petit peu peur. Donc typiquement quand on disait ouais t'imagines tu doubles un jeu mais t'as jamais cet embranchement parce que t'as choisi telle pièce et pas telle autre, et t'as ramassé tel artefact et pas tel autre. En fait maintenant voilà il y a tout un débat de est-ce que on fait remplacer les doubleurs par des IA, est-ce qu'on me fait remplacer moi par une IA parce qu'on demande à Mm. chat GPT d'écrire des scénarios, etc. Donc ça c'est des trucs, en fait c'est des technologies un peu connexes aux jeux vidéo, mais le jeu vidéo a quand même un côté, de par sa jeunesse et son côté technologique, qui est quand même vraiment un côté, il est assez victime, enfin je Mm. pense peut-être plus facilement encore que le cinéma, euh, de ce côté finalement c'est un art technique, c'est un art presque Silicon Valley quoi entre guillemets, tu vois, en mode ouais il y a le nouveau truc à la mode, et par exemple tu vois le monde du jeu vidéo est, on le disait déjà, divisé sur plein de sujets, mais particulièrement sur le monde des IA, tu vois. Ouais. Et il y a des studios qui sont en mode ouais non on s'en fout, bien sûr qu'on va utiliser Midjourney, etc., et d'autres studios qui font un statement en mode nous on touche pas à ce truc là, genre et c'est marrant parce que moi j'ai jamais été dans une industrie enfin je trouve quand on est observateur, consommateur, joueur, etc., on se dit ah ouais ça a l'air de bouger dans le jeu vidéo, on se rend pas compte à quel point genre vraiment les gens Ouais. sont super tranchés parfois sur des trucs qui sont tout récents, en mode ok ça c'est the truc, il faut faire ça, et toi t'es un peu tu sais je sais pas, moi je m'intéresse un peu à la BD, au cinéma, des trucs un peu l'histoire, tu vois, des trucs poussiéreux, des Ouais. trucs un peu de yeuf quoi, tu vois, et je me dis ouais on peut prendre peut-être 5 minutes, on réfléchit un petit peu, et non en fait c'est ultra dynamique quoi, mais en fait moi je trouve que c'est ça qui fait aussi que c'est ultra stimulant de travailler dans ce métier là, enfin cette industrie là, mais effectivement en fait la technique qui arrête pas de repousser, parce que comme je disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans l'émission précédente, c'est ce côté bah, en fait on fait tout ex nihilo, donc il n'y a même pas un truc sur lequel on se dit bon là on a atteint un plateau, donc en fait ça sera comme ça pendant quelques années. Non, tu vois, par exemple, Mm. je sais pas, je pense même aux effets spéciaux, ça avance toujours, mais d'un coup, ils ont fait leur stagecraft ou le volume là de The Mandalorian, et Mm. c'est devenu le truc, les films ils utilisent. Et puis peut-être que dans Ouais, quelques puis années, ce sera autre là, il y a chose. Cameron qui a sorti son Avatar et qui a poussé le Et c'est truc ça. à fond, et tu fais ok, d'accord. Et pour le coup, Avatar, c'est intéressant parce que la façon dont Cameron filme Avatar 2, j'ai regardé les making-of, c'est très proche de la façon dont nous on Mm, fait le jeu vidéo. Parce qu'en fait, du coup, lui, il veut tout contrôler, hein, c'est aussi enfin, je sais pas si c'est volontaire en mode c'est un contrôle fric, mais du coup, en fait, il contrôle tout, comme nous on contrôle tout, mais du coup, il doit tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont sous l'eau, bah, comment on fait pour que les mouvements aient l'air réalistes, la lumière, comment on fait. J'ai vu un truc comme quoi, du coup, bah, vu qu'il filmait sous l'eau, les capteurs mocap, on les voyait plus parce que la ouais. lumière rentrait pas assez. Enfin, c'est Oui, des il trucs a, ouais, et puis complètement. il a développé la mocap sous l'eau, en fait. C'est C'est ça. ça. Et donc en fait ça c'est Ouais. très typique du jeu vidéo en fait, de comment la technologie elle avance. C'est Mm. de dire des fois en fait par le côté en mode tiens on pouvait pas le faire, maintenant on peut, par nécessité, on va être obligé de toute façon, et donc on y va comme ça. Là récemment tout ce qu'a montré Unreal sur le truc, tu cliques, t'as une texture, tu le mets sur un. Et ça aussi en fait l'accessibilité en fait c'est un truc dont je sais pas, maintenant on a des smartphones, on peut faire des films et tout, c'est hyper facile.
Euh, ça pas encore trop arrivé pour le jeu vidéo. Enfin, il y a Unity, voilà, qui a fait pas mal de trucs pour les indés, Mm. etc. Mais c'est quand même c'est quand même encore assez technique. Et je pense que le côté un peu, tu vois, justement user-friendly, très tech, des applications et tu vois, avec GAFA, Ouais, Silicon Valley, en ouais, mode, je vois le ouais, délire. il n'y a aucun problème, tu fais ça tout seul, tu peux faire ça en mangeant, je sais pas quoi. Et ben en fait, ouais, c'est aussi, enfin, c'est une technologie aussi qui est moins sexy, mais très clairement, nous, quand on voit, voilà, ok, alors voilà ce que tu peux faire sur Unreal, et là tu cliques sur un truc et tu le poses sur un objet et bam, il a une texture de pierre. Mais c'est vraiment ce qu'ils ont montré, Ouais. tu vois, récemment. Et du coup, tout le monde est en mode genre, waouh, attends, t'as pas besoin d'acheter un asset, t'as pas besoin d'en créer un toi-même, enfin, t'as pas besoin de regarder un tuto comment en faire un, enfin, c'est insensé. Donc après, ça veut dire que tout le monde se retrouve un peu avec les mêmes outils, mais voilà, c'est des choses aussi qui révolutionnent comment on peut faire un Bien jeu sûr. et comment, par exemple, un truc indé peut avoir l'air hyper chiadé sans dépenser, je sais pas, des millions de dollars de budget. Donc, c'est super intéressant. On s'éloigne un peu de la narration, mais encore que, enfin, c'était aussi un peu mon objectif en passant dans ton podcast, c'était aussi de dire la narration, c'est pas que les dialogues, c'est pas que les cinématiques, et c'est énormément de choses. Et moi, je sais que souvent, sur Goldorak, par exemple, à l'époque, on était là pré-production, j'étais un peu en train de me dire ah ça serait cool qu'on ait tel environnement parce que en fait on est au Japon et en fait ça symbolise tel truc et les artistes étaient en mode ah bah ouais trop bien on va pouvoir faire un asset donc moi je dis n'importe quoi mais tu sais enfin Oui, c'est pas je vois forcément ça l'idée. mais c'est le cliché du cerisier ah ouais on va faire un cerisier en Et fleurs donc là, c'est il y a trop le mont beau ça va être trop Fuji, beau il y a le mont Fuji, et, un et alors il y a mecha. le il y a le mont Fuji dans le jeu puisqu'il est dans la série animée Oui. mais voilà donc on est quand même voilà on n'est pas non plus au temple ninja au sommet de la Oui. colline avec les mecs qui citent que des expressions d'animé. Mais forcément, on reprend des éléments japonais. Mais voilà, les technos, en fait, qu'elles soient obscures ou non, visibles ou non, il y a toujours, en fait, ça va toujours forcément bouger les lignes de la narration. Je regarde si j'avais pas pris d'autres notes. Mais ouais, en fait, tous les outils, notamment, à mon avis, tous les trucs qui démocratisent beaucoup ça. Parce que, en fait, je sais pas aussi si c'est la technologie, mais il y a énormément de partage en fait dans le jeu vidéo et notamment là, vous pouvez après ce podcast taper GDC Game Developer Conference sur YouTube et en accès libre, vous avez les gens qui vous expliquent comment ils ont fait des choses aussi variées que pourquoi la hache de Kratos est stylée. Et en fait, t'as les mecs voilà qui ont fait ça, qui viennent expliquer et c'est un partage de connaissances que aucun autre média n'a. Vraiment, pour le coup, c'est assez fou ce que tu peux regarder et trouver sur YouTube. C'est Psychonauts. Psychonauts, là, Ouais, qu'on a sorti, alors j'ai plus le nom du studio, je viens de le manger, qu'on sorti tout un documentaire sur le développement de Psychonauts. Ça dure, je sais pas, mais c'est le truc le plus complet que j'ai jamais vu. C'est hyper passionnant et ça rejoint totalement ce que tu disais. Même dans les making-of de films, j'en ai maté pas mal parce que je suis moi aussi m'intéresse un peu au cinéma aussi. Jamais j'ai vu un truc aussi poussé, je crois. ouais, mais en fait, je sais pas si c'est le côté. On en parlait beaucoup avec mes collègues de chez Tinalo. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'ego? Est-ce que c'est parce que c'est plus collégial? Est-ce que c'est parce que c'est plus jeune? Est-ce que c'est parce que c'est un peu encore pas structuré, pas théorisé? Donc en fait, les gens sont un peu en mode on donne et puis voilà. Mm. Enfin, attention, hein, c'est une industrie qui est très compétitive. Il y a des gens qui sont licenciés tous les jours parce que machin, parce qu'il y a tel géant du jeu vidéo qui a fait une connerie, mais ou qu'il y a des problèmes financiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, en contraste, beaucoup, j'ai l'impression, ouais, d'entraide, ou pas forcément d'entraide, mais en mode, on en a tellement chié à résoudre ces fameux problèmes dont je parlais quand je regardais le trailer tu vois, de iOS 17, qu'en fait, on a envie de partager, en fait, parce que ça profite un peu à tout. Si tout le monde le fait, ça profite à tout le monde, en fait. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir. Et ça aussi, c'est une autre forme de technologie. Alors après, ça c'est mon petit côté auteur, tu vois. Tu m'as parlé de technologie et moi je te parle de la science humaine, voilà, et pas que la science technologique. Mais ouais, non, je pense que ça aussi, enfin, en fait, mettre à dispo la technologie, tu vois, parce qu'en fait, si tout le monde si les quatre mêmes studios ont les trucs les plus fous Oui. du monde, bah en fait, eux, ils font des trucs de dingue et nous, on est derrière et on attend que ça tombe. Et c'est pas trop comme ça que fonctionne le jeu vidéo, j'ai l'impression, et ça, c'est plutôt très très cool. C'est une très belle phrase de conclusion. Parce qu'on va Et arriver ben à la fin de merci. ce podcast. Je vais juste me permettre de te prendre comme ça au vif et te demander si tu as une reco culturelle pour les gens qui nous écoutent, d'un truc que tu regardes en ce moment, que tu as joué ou... Alors en ce moment, j'ai beaucoup regardé des séries.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai toujours été plutôt un cinéphile. Et vu qu'on a parlé de tout plein d'autres médias, je me suis dit on allait terminer en parlant de séries, Karl, comme ça, voilà, Comme on a ça, fait le on a tour. fait le tour. Euh, C'est parfait. ouais. Non, mais j'ai regardé pas mal effectivement de choses ces derniers temps et je suis tombé assez éperdument amoureux d'une série qui s'appelle For All Mankind et qui est sur Apple TV et qui est une série sur une uchronie en fait qui relie la conquête spatiale et donc même toute la guerre froide en fait à la lumière de cette conquête pour la Lune d'abord et d'autres ensuite. Je Mhm. ne vous spoile rien, mais ça va très très loin. Et je trouve que c'est assez extraordinaire déjà dans ce que ça fait de l'histoire, ce qui est toujours assez marrant avec l'Uchronie. Pas forcément tape à l'œil. C'est assez intéressant parce que du coup on se dit mais attends mais ça a vraiment existé mais c'est reconfiguré un peu différemment, c'est de manière un peu, ça joue un peu de manière non linéaire pour le coup avec tu vois genre on va retrouver des événements qui ressemblent à ceux de notre monde mais pas à la même date et du coup qu'est-ce que ça change et tout et c'est plutôt très chouette. Il y a une galerie de personnages qui est absolument folle, notamment de personnages féminins, un des trucs avec lequel l'industrie du jeu vidéo, n'est-ce pas, a quelques problèmes Ah ouais. depuis quelques années. Enfin, il paraît, hein, enfin, je sais pas, Peut-être, on verra. euh, après tout, c'est fait que pour les bonhommes. Mais non, van à part, moi je trouve que c'est. Moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que des fois, quand je vois, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est chaud, les persos féminins, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours un peu voilà, sexualisé, etc. On pourrait ramener de la diversité. Qu'est-ce que nous, en tant que game développeur, bon, spécifiquement, quand toi tu crées des personnages, c'est ton taf et tout, bah en fait c'est compliqué de se dire ok on fait quoi tu vois parce que en fait, c'est compliqué de se réveiller un matin et de faire mes personnages ils vont être mieux que ceux des autres oui d'accord comment donc en fait généralement ben en fait je vais voir l'inspire ailleurs je ne m'en cache pas donc en l'occurrence j'ai pas créé une série sur voilà des astronautes femmes mais du coup il y a toute une galerie de personnages qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des astronautes qui est personnage féminin donc qui est assez folle. Bon déjà il y en a énormément donc ça permet aussi d'avoir une diversité qui fait que bah, on se retrouve avec la même qualité bizarrement qu'avec les personnages masculins qui sont souvent aussi plus nombreux donc plus variés donc plus intéressants. Et donc ça c'est assez ouf. Et après c'est une série qui a pas mal de budget, hein. Je pense que les scènes dans l'espace sont assez cool, il y a des concepts assez tarés, il y a des épisodes qui sont ultra dramatiques, il y a une gestion des ellipses qui est super intéressante aussi pour ceux qui ont regardé par exemple House of the Dragon récemment, bah, qui utilisait assez bien aussi ce concept. Bah là, For All Mankind, c'est limite au milieu des épisodes, t'as des 2 ans plus tard dans la gueule, démerde-toi. Et en fait, tu te rends compte que c'est super intéressant aussi de suivre des personnages comme ça sur plusieurs générations. Enfin, ouais, c'est Ouais. même des générations, ouais, là, on peut parler de ça, tu vois. Et donc, c'est plutôt très cool, forcément très bien interprété. Enfin, je dis forcément non, mais en gros, c'est très bien casté aussi. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment brillant. Alors après, c'est un peu aussi totalement ma cam parce qu'il y a ce côté un peu des personnages militaires parce que c'est souvent des pilotes d'essai, un peu casse-cou, un peu action, un peu l'espace, donc science-fiction et puis c'est en même temps l'histoire parce que l'Uchronie. Donc là, j'avoue que je donne pas vraiment l'impression d'être quelqu'un de très nuancé. Mais je Mais vous on- jure que c'est le cas. Donc je sais pas si tu l'as regardé. Et ben justement, Apple TV vient de passer sur MyCanal. Maintenant, c'est disponible. Et donc, je vais pouvoir y jeter un œil parce que tu me l'as bien vendu. Ok, bah ouais, franchement, je vous recommande. Belle montée en puissance. Un peu déçu par la saison 3, qui est la dernière à ce jour, mais je crois qu'il y en aura une quatrième. Mais vraiment, les deux premières, c'est vraiment super bien foutu. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous me direz si celles et ceux qui nous écoutent se lancent dans l'aventure. Je serais ravi d'en discuter avec eux. Je n'ai jamais assez de gens pour parler de Oh, For All Mankind. Mankind. Voilà, Ben, je te remercie. Moi, je vais parler encore d'un autre média, du coup, pour faire ma petite reco perso. let's go. Je vais parler de bande dessinée et je vais parler de Frontières de Ah bah Guillaume on est Singelin. complètement dans le thème. Voilà, on est complètement dans le thème. Alors, attends, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup parlé de For All Mankind avec Guillaume. Ah là là. Parce qu'on se connaît Ah personnellement. là, alors Donc, attention. voilà. Ah là, je peux placer pour une fois que je peux un peu frimer. Ouais, je prends quelques bières avec Guillaume, on parle de For All Mankind. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là. Ouais, effectivement. Et c'est l'une des personnes qui me l'avait vendu d'ailleurs. Donc, c'est assez marrant comme Tu vois, coïncidence. le rebond est parfait et en plus je vais revenir sur du jeu vidéo juste après.
Mais ouais, Frontier, qui est la BD la dernière BD de Guillaume Singelin, du coup, au label 619, qui est un vrai coup de cœur dans la bande dessinée de cette année. C'est une épopée spatiale à 3 qui va reprendre, poser beaucoup de questions sur la thématique écologique et qu'est-ce qui fait de nous des êtres attachés à notre milieu de vie, en particulier la Terre. Et notamment en plus un propos sur le spécisme en fait aussi, sur qu'est-ce qu'on fait avec les êtres vivants qui sont avec nous sur cette petite planète qu'on traite pas toujours super bien. Et donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Je vais pas trop en dévoiler parce que l'intrigue reste assez intéressante à suivre, mais on sent que en fait parce que Guillaume Singelin a bossé, il a fait la DA d'un jeu vidéo il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans, 2021, jeu vidéo Citizen Sleeper, où on suit des humains qui vivent, enfin on joue un androïde qui vit sur une station spatiale, en fait, qui a vendu son corps, et donc il a juste son âme dans un robot, dans un corps mécanique, donc on est à fond dans le transhumanisme, et on doit réapprendre un peu à vivre et gérer les problèmes de la station. C'est un jeu très narratif, et bon bah, forcément c'est son trait, donc la DA est très proche, mais on peut voir un peu Citizen Sleeper se situer un petit peu dans le futur de la BD Frontière. Donc je trouve que la mise en abîme est assez intéressante. Donc voilà. Ouais. Très beau travail de Guillaume dans les 2 cas, et j'adore ce qu'il fait, donc je ne peux que aller dans ton sens. Et bien parfait. Et ben du coup en tout cas je te remercie d'avoir participé, Thibaut, d'avoir accepté l'invitation. Ben, je t'en prie, merci à toi. Vraiment, sincèrement, je le redis pour ceux qui auraient peut-être commencé par la partie 2 et vont vouloir aller dans la partie 1, parce que Oui. c'est une sorte de préquel, il y avait toutes les réponses. Non, mais en vrai, ça faisait un moment que ça me travaillait, et je suis content d'avoir pu faire un petit peu ce parcours avec toi, parce que je me suis posé pas mal de questions. Je me pose toujours énormément de questions, mais du coup, j'ai pris mes petites notes et tout, et j'étais content de pouvoir en discuter, vraiment, sincèrement. Et je le dis comme ça, je vais te le dire encore après quand on aura fini, mais je le dis au moins là, quand les gens nous écoutent, que ça, je suis très reconnaissant que tu m'aies proposé cette invitation, et j'espère que ça aura donné envie aux gens de s'intéresser, soit en tant que joueur, soit éventuellement peut-être en tant que futur professionnel, à ce domaine, qu'ils n'hésitent pas du coup à me contacter ou à te contacter, parce que j'ai un peu l'impression que tu t'y connais un petit peu quand même en jeu vidéo, car je sens qu'il y a quelques heures qui ont été passées il y a dans quelques cette heures, vie. trop d'heures dans le jeu vidéo, ouais. Mais en tout cas, merci à toi encore vivement, c'était vraiment trop cool. Eh ben, je t'en prie, encore merci à toi. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à me dire personnellement si l'épisode vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt. Bisous. Bisous. Je sais pas, je dis bisous à chaque fois, ça se trouve tu le mets pas. Oh, si, je les laisse. The wind's on our side, boys. That's all we need. Forever. Can't let Spider-Man die! Neither can I.